Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. C'est parti pour notre grand débat du dimanche. Un numéro 0826 300 300, notamment pour répondre à cette question. Si demain il y a une nouvelle formule du service militaire, seriez-vous prêt à vous engager? Cela ne peut pas être un sujet totalement sans lien avec la petite polémique de cette fin de semaine et les propos d'un général, le général Mandon, chef d'état-major, qui a dit en réalité dans un discours devant les maires de France, il a, on va dire, fait un petit discours sur la situation, sur la manière dont la France devait se préparer dans un contexte international toujours plus tendu, et la petite phrase polémique: accepter de perdre ses enfants. Le président de la République est monté au créneau, il a assuré que la phrase avait été déformée en réalité pour faire peur. Vous partagez son avis ou pas? En tout cas, 0826 300 300, et le débat, on l'a ici sur Sud Radio. Bonjour William T. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Et bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la publication du journal en ligne lejournal.info, ex-directeur bien sûr de Libération et du Nouvel Observateur. Vous avez vu le choix du président de la République. Ce sont les informations de la tribune du dimanche. Jeudi prochain, si l'agenda n'est pas plus perturbé que ça par l'actualité internationale, notamment ce qui se passe du côté des États-Unis et de l'Ukraine, il pourrait annoncer un nouveau service militaire. Je vous dis la disposition: une durée de 10 mois, une rémunération entre 900 et 1000 euros et un objectif progressif, parce qu'il faut dire que ce service militaire serait volontaire. Comment avez-vous accueilli, comment regardez-vous cette idée l'un et l'autre? William T. Moi, je pense qu'il faut être cohérent. Si le président de la République dit qu'il y a une menace russe, dit qu'il y a des dangers en Afrique, au Moyen-Orient, et que la France est menacée dans les années à venir, et qu'il faut créer une armée de dissuasion pour faire peur à la Russie, pour qu'elle n'envahisse pas l'Europe, moi je pense qu'il fallait mettre un service non pas volontaire mais obligatoire. Parce qu'en fait, nous, c'est ce qu'on voit depuis 2022. Nous, on a proposé ce sujet-là. On a dit, de toute façon, on a le retour du tragique en Europe, que maintenant, les empires, notamment la Chine, etc., deviennent de plus en plus impérialistes et voulaient maintenant prendre les territoires par la force. Donc, il faut être cohérent. On est revenu sur un monde qui précédait la chute du mur de Berlin, donc qui implique nécessairement que la France se réarme sur le plan militaire, se réarme sur le plan économique et se réarme sur le plan moral. Donc, nous, on était pour un service national universel de 6 mois plus 6 mois, pour des raisons qui sont simples. La première, c'est que quand vous regardez notamment la différence entre les plus âgés et les plus jeunes, en fait, vous avez 85% des plus de 65 ans qui se déclarent patriotes, mais ce chiffre tombe à 56% auprès des moins de 25 ans. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que vous avez besoin de réarmer et de recréer de l'unité nationale. Aujourd'hui, la France fait face à plusieurs communautarismes qui fait qu'on ne vit pas exactement ensemble, et que si vous mettez un service militaire quasiment obligatoire, et ben les gens vont traverser une destinée qui est commune. C'est-à-dire, c'est pas uniquement aller à l'école ensemble, c'est en fait se battre pour la même cause et le même but, c'est-à-dire pour la France. Le troisième point, je pense que c'est le plus intéressant, c'est qu'on a besoin de recréer du lien social, de rebrasser des gens. Aujourd'hui, maintenant, socialement, on est plutôt dans des mêmes communautés, on reste uniquement avec des gens uniquement notre propre entourage. Et moi, je pense qu'il faut recréer du mixage social, et pour ça, il y a mieux qu'un service militaire auquel vous mettez tout le monde dans le même bain. 0826 300 300, seriez-vous prêt ou êtes-vous tout simplement favorable à l'instauration d'une nouvelle formule du service militaire? Vous nous appelez, vous commentez, vous réagissez. 0826 300 300. Mon cher Laurent Geoffrin, je vous sens en pleine réflexion. Non, j'écoute avec attention, mais je vais faire une petite incise. Sur le général Mandon, cette polémique n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que sa phrase a été honteusement détournée par le Rassemblement national et par la France insoumise, qui ont convergé une nouvelle fois pour dire que c'était scandaleux de dire ça. Mais quand on lit, moi, ce matin ou hier, je sais plus. Non, c'est Le Point qui a, on va dire, publié la totalité du discours. Le Figaro aussi. Donc j'ai lu tout le discours. Il n'y a rien à redire. Il a parfaitement raison. Si on pense que c'est pas bien de dire que dans des armées, en cas de guerre, il y a des pertes, il faut changer les paroles de la Marseillaise tout de suite. Les premiers vers de la Marseillaise, c'est « Allons, enfants de la patrie ». Marchons, aux armes, citoyens. On ne peut pas être plus belliciste que ça. Certains disent, on va dire même en dehors de la politique, des experts militaires disent oui, bien sûr que le discours était impeccable. Maintenant, cette phrase devant des maires dans un tel contexte, peut-être qu'elle était maladroite, sans en faire sans doute et sans lui donner l'écho. Elle devient maladroite quand on l'isole. Alors c'est souvent le cas des citations, on les isole, mais il faut quand même lire ce qu'il y a autour. Il s'adresse aux maires pour dire il faut que les liens entre l'armée et la nation soient resserrés. C'est ça le fond de son discours. Totalement.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des menaces. Il fait toute la liste des menaces. Quand on lit cette partie-là, on pense qu'il a raison. Enfin, c'est vrai qu'il y a une menace chinoise, il y a une menace russe, il y a une menace djihadiste qui s'est déplacée vers l'Afrique. Enfin bon, il fait le tour de manière assez intelligente d'ailleurs de la situation planétaire, et il en déduit qu'il faut resserrer les liens entre l'armée et la nation. Il a raison, évidemment. Et sur le service militaire ? Moi, je suis pour le principe. Alors, je suis mal placé parce que j'ai pas fait mon service militaire. C'est ce que j'allais vous demander. Bah oui. Mais j'ai voulu le faire. Vous avez été quoi, réformé ? J'ai été exclu de l'armée parce que... Qu'est-ce que vous avez fait, Laurent Geoffrin ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. On va se renseigner. Qu'est-ce que vous avez insulté un général ? Officiellement, je suis Y4. Ça veut dire quoi, ça, Y4 ? Y4, ça veut dire que j'ai un œil déficient. D'accord. Qui voit pas assez bien. Et à l'époque, il y avait on était très nombreux, c'était les baby boomers, et donc l'armée avait trop de monde. Donc dès qu'ils avaient un prétexte, ils faisaient partir les gens. Mais sur le principe, ça vous séduit un peu. Pour être officier de réserve, mais on n'a pas voulu de moi. Donc, voilà. Vous avez été rejeté, Laurent Geoffrin. Bon, d'accord. Donc le principe, je suis pour. D'accord. Et qu'est-ce qui ferait que, on va dire, sur le principe, les conditions qui, selon vous, doivent être respectées ? Là, il y a l'idée que ce soit rémunéré, il y a l'idée que ça ne soit que sur la base d'un volontaire, et surtout, on le voit dans un contexte où, c'est ce que je disais tout à l'heure, absolument tous les pays européens le mettent en place de manière massive. C'est un premier pas. Il faut bien voir les réalités budgétaires. Si vous faites un service militaire universel, tout en rémunérant un peu les gens que vous appelez sous les drapeaux, ça coûte extrêmement cher. Alors, il faut voir dans les priorités des dépenses militaires, est-ce que c'est ça qui est prioritaire, d'avoir une masse de gens auxquels on peut faire appel parce qu'ils sont entraînés, ou bien est-ce qu'il faut améliorer l'outil qu'on a déjà en matière de matériel, d'entraînement, etc. On a déjà 200 000 soldats sous les drapeaux, et le général Mandon dit à juste titre, quand on fait la somme des armées européennes, ça fait 1 200 000 soldats. Alors, ils sont pas coordonnés suffisamment, évidemment, mais enfin ça fait quand même 1 200 000 soldats, et des armements extrêmement modernes, qui sont plus modernes, ou moins aussi modernes que ceux de la Russie. La menace sur le continent, c'est la Russie. Et en termes de chiffres, c'est le Haut Commissariat au Plan qui a chiffré ça. Ça pourrait nous coûter 400 millions d'euros par an pour 10 000 jeunes et jusqu'à 2 milliards par an. Donc si l'objectif des fameux 50 000 jeunes engagés d'ici 2035 était tenu. Et ça, c'est pas tout le monde, c'est pas universel. Là. Non, c'est pas universel. Ça, c'est juste avec la formulation telle que ce sera visiblement proposé par le président de la République. Avant qu'on poursuive notre conversation, messieurs, je vous propose d'aller au standard 0826 300 pour participer à notre échange. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous en ce dimanche froid, glacial, neigeux? Très bien, au chaud. Au chaud, vous avez bien raison. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans tout ça, mon cher Frédéric? Est-ce que vous seriez, vous, par exemple, favorable à un retour, même sous une nouvelle formule, du service militaire? Oui, et complètement. Vos invités l'ont très bien expliqué, ont très bien décrit les raisons. Nous sommes dans une situation internationale et notamment européenne tendue. Moi, je ne voudrais pas qu'on fasse comme les trois précédentes grandes guerres, 14-18, 39-45 et 1870, où la France n'est jamais surprise par l'arrivée de la guerre, mais elle n'est jamais prête pour la faire, par contre. Il est donc normal, au niveau politique, le président de la République, le chef d'état-major des armées, avertissent et se mettent essayent de mettre la France en ordre de bataille. À partir de là, il est donc pas anormal qu'on appelle les jeunes gens, garçons et filles, sans distinction, à recevoir une formation à minima, voire plus, pour être en capacité, le cas échéant, de défendre ce qui fait que nous vivons ensemble, notre pays et tout ce qu'il y a autour de tout ce qu'on met dans ce pays, quelles que soient les origines d'ailleurs. C'est ce que rappelait à l'instant William T aussi. L'idée, c'était d'instaurer à nouveau, on va dire, un peu de mixité sociale et puis faire en sorte que les gens, on va dire, se retrouvent autour de valeurs communes. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé ce matin au 0826 300 300. Finalement, c'est quelque chose, sans doute, même sur le principe, qui va séduire énormément de personnes. L'idée qu'on remette en place pour les jeunes gens un lieu, on va dire, républicain, où on se prépare pour les menaces du pays, ça va intéresser, ça va séduire. Il y a l'objectif qui est militaire, il faut l'expliquer pourquoi, parce que quand vous regardez les pays qui l'ont remis en place, notamment le modèle du citoyen soldat en Suisse ou même en Suède, les chefs d'État ou les chefs de gouvernement ont parfaitement expliqué sur pourquoi est-ce qu'ils voulaient mettre en service militaire. Vous trouvez qu'en France, on n'est pas assez clair sur en France, le problème
qu'on a depuis 2022, c'est qu'on ne dit pas clairement quelles sont les menaces, et deux, on ne dit pas quels sont les objectifs de guerre. On avait eu l'ancien chef d'état-major quand même, je crois, Thierry Burkhardt, qui avait pris la parole, qui avait fait en sorte d'expliquer que c'était la menace russe, même le général Mandon qui fait polémique là, rappelez-vous, il y a quelques semaines devant les parlementaires, avait assuré qu'il fallait se préparer, je cite, à un choc d'ici 3 mois. Dans le débat public. Non, mais les menaces, on les connaît, mais on n'explique pas quel est l'objectif de guerre. L'objectif de guerre est à peu près simple, c'est qu'on met en place une grande armée, non pas pour attaquer la Russie, mais pour dissuader la Russie d'attaquer. Parce qu'en fait, la Russie n'attaquera par exemple jamais un grand empire comme la Chine, n'attaquera jamais les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop puissants militairement. Donc, pour dissuader les autres puissances de nous attaquer et de nous vouloir des problèmes, il faut créer une grande armée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on n'explique pas aussi, et je pense que c'est le problème qu'on a depuis les dividendes de la paix, sur pourquoi il faut se réarmer moralement. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de jeunes, et de toute façon, les modalités financières, c'est à peu près simple à trouver. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont soit perdus, soit qui sont en question de quête de sens. Et donc, cela, moi, je pense, et pour des raisons différentes, même on a voulu réformer l'ENA, etc., on doit non pas les brutaliser, mais en tout cas leur faire montrer que la vie est difficile. Et moi, je pense que le service militaire obligatoire permet d'aller dans ce sens-là. Dire qu'on met en place des services d'apprentissage ou des services d'alternance ou des stages obligatoires. Je pense que rien de mieux qu'un service militaire pour montrer aux gens la dureté de la vie et pour dire que la vie, ça va être quand même compliqué. Les secouer un peu d'une certaine manière. Voilà, les bouger un peu. Le troisième élément, moi je pense qui est le plus intéressant sur la question financière, c'est que de toute façon, nous, on a beaucoup de modèles qui sont dits gratuits. Les études gratuites, etc. Donc si vous voulez vraiment mettre en place un service militaire obligatoire, vous pouvez dire aux gens, le seul moyen que vous avez d'avoir des études gratuites, c'est de les conditionner à un service militaire. Et donc, si vous voulez avoir des études gratuites, donc la fac, quelque chose en fait d'un peu plus contraignant que ce qui est visiblement je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus contraignant. Et en fait, c'est ce qu'on a par exemple pour les études gratuites, etc., auxquelles certaines écoles doivent. En fait, à la fin, vous devez rendre un service à la nation. De la même manière, si vous voulez rendre les études gratuites de manière universelle, comme la fac, etc., vous demandez aux gens d'accomplir un minimum de services pour le pays, parce que vous avez de plus en plus de jeunes qui font leurs études en France, qui sont payés par la France, et qui ensuite, après, partent à l'étranger. Et je pense que tous ces éléments-là permettent de renforcer, un, le lien du vivre ensemble, et deux, le patriotisme, parce que vous savez pourquoi vous vous battez, vous savez qui vous rémunère, et vous savez quel est votre objectif dans la vie. Laurent Geoffrin. Non, j'entends tous ces arguments me paraissent juste, je suis plutôt favorable à ça. Mais il faut encore une fois le service universel. Tout le monde, ça fait beaucoup ça fait 600 000, 700 000 personnes dans chaque génération. Ça fait beaucoup de monde. Et ça coûte très cher. Et donc, est-ce que c'est le meilleur emploi ? Parce que je me souviens du service militaire, même si je l'ai commencé, mais je l'ai arrêté très vite. Je me souviens de ce qu'était le service militaire. Il y avait les classes, donc ça durait un mois ou 2 mois. Où on s'entraînait, on apprenait des choses. Tu vois, on a marché ou pas, tirer, etc. Et après, on était planton, quoi. C'est-à-dire que alors les gens qui avaient des relations se faisaient nommer dans les ministères à Paris, donc ils gardaient le ministère, et pendant ce temps ils faisaient leurs études, et puis alors, les autres qui n'avaient pas de relation, eux, ils se retrouvaient dans une caserne en Allemagne, ils n'avaient rien à faire. En tirant un peu la tronche. Oui, non, mais surtout, ils faisaient rien, ils s'emmerdaient, quoi. Mais, et en plus, on distribuait gratuitement le pinard et les cigarettes. Ah ben voilà, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors c'était pour se faire bien voir, l'armée faisait ça, j'imagine. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas forcément la meilleure façon de faire des bons soldats, quoi. Oui, c'est sûr. 0826 300 300, si comme Laurent Geoffrin, vous avez quelques anecdotes à raconter sur votre service militaire, vous êtes les bienvenus jusqu'à 9h. Revenons un tout petit peu aussi sur le contexte, parce qu'on sent bien qu'il y a aussi une pression sur le chef de l'État avec une actualité internationale qui se précipite. Vous avez fait tout à l'heure une incise, mon cher Laurent Geoffrin, sur les propos du général Mandon. Est-ce qu'il n'est pas normal, ce fut mon cas, totalement favorable au service militaire? Bien sûr, je suis comme vous, j'ai lu le discours, alors pas sur le site du Figaro, mais sur le site du Point, l'intégralité du discours est absolument impeccable. L'audition du général Mandon devant les parlementaires était assez brillante, avec là aussi, sans difficulté, la réussite de mettre en exergue quelques points de difficulté au sein des forces armées. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, de maladroit avec cette formulation, et surtout, quand on parle de service militaire, on parle aussi de confiance à un moment, c'est-à-dire de vouloir s'engager dans un pays. Est-ce que quand on voit les nombreuses difficultés auxquelles font face l'armée, de l'aveu même du ministre des Armées, actuellement Premier ministre, Sébastien Lecornu, le général le porte-avions, le Charles de Gaulle partait sans munitions, le général Mandon lui-même dit qu'on manque de munitions, la plupart des militaires assument de dire qu'en réalité on manque même de formation. Est-ce que avant de dire aux Français dépêchez-vous, montez sur le ring, engagez-vous, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire un petit tri? Le général. Non, mais c'est l'idée de se préparer moralement. Est-ce que vous voulez déjà comment voulez-vous que les Français se préparent moralement? Il faut préciser ce qu'il a dit, parce qu'il ne faut pas partir sur une base inexacte.
le général Mandon a dit que les jeunes qui étaient actuellement dans l'armée couraient des risques, puisqu'ils étaient dans l'armée. Mais c'est tout. Il n'a pas dit qu'il allait rétablir la conscription. Mais il y a l'idée derrière. Il n'a pas parlé du service militaire. Non, bien sûr, mais hier, il a d'ailleurs fait une interview sur France 5, pour pas le citer, où il a dit que le but était de faire un électrochoc avec ses propos. Je me mets à la place de beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont parfois même des militaires dans leur entourage. Ils voient bien qu'il y a une machine d'État, vous voyez, qui se dégrade quand même, l'institution militaire. Il y en a beaucoup sur les plateaux, actuellement beaucoup dans les journaux. Tous vous disent quand même que la machine s'enraye. Est-ce que c'est facile, si vous voulez, de provoquer ce choc-là quand on semble apercevoir une armée qui ne serait pas en capacité de tenir dans de telles conditions, William T? Moi, je pense que la question, c'est la question de la cohérence et du courage du président de la République. Parce qu'en fait, quand le chef d'état-major dit ça, au vu de son parcours, au vu de son profil, vu que c'était le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, on se doute bien qu'il n'a pas pu faire ce genre de déclaration sans faire au moins lire la déclaration à l'Élysée. Donc en fait, c'est Emmanuel Macron qui l'envoie à sa place pour essayer d'alerter, de provoquer un électrochoc. Or, moi je pense, et quand on a regardé nous les modèles étrangers, notamment ce qu'a fait Franklin Delano Roosevelt dans les années 30, enfin dans les années 30 et dans les années 40 pour préparer les États-Unis à la guerre, c'est souvent un chef d'État ou un responsable politique qui prépare l'opinion publique parce que c'est lui qui a la légitimité de pouvoir le faire. Or, Emmanuel Macron fait quand même face à un double paradoxe. C'est que, un, il dit qu'il fait face à une menace qui est de plus en plus importante, qui est la menace russe. Deux, il est en fin de mandat, donc il n'a rien à perdre politiquement. Et donc, lui peut jouer ce rôle-là de préparer l'opinion publique et de dire... mais là, vous... moi, je pense qu'il ne la prépare pas. Il n'arrête pas de dire qu'il va y avoir une guerre avec la Russie. Non, mais il n'arrête pas de dire qu'il y a une guerre avec la Russie, mais il ne met pas des moyens qui sont cohérents pour faire face à cela. Si vous voulez dire qu'il y a une menace face à la Russie, vous devez dire en conséquence... Il a dit qu'il fallait augmenter les crédits de l'armée. Non, mais les crédits de l'armée c'est pas uniquement une question de comme ça. Quand on regarde, c'est déjà un premier point. Si l'armée a suffisamment d'argent. Quand on regarde ce que fait les États-Unis, notamment des années 30 et des années 40 de Roosevelt, c'est un mauvais exemple parce que en 41, au moment de Pearl Harbor, les Américains n'avaient pas d'armée. Ils mettent en place un système qui est progressif et surtout, ce qui compte, c'est l'appareil industriel. C'est ça qui fait en sorte que les États-Unis peuvent se rentrer en guerre assez rapidement. Donc, si vous dites qu'il y a une menace qui est forte, il faut du coup, comme vous l'avez dit, avoir des munitions. Pour avoir des munitions, il faut avoir une industrie qui soit performante. C'est-à-dire que là, l'économie guerre, c'est pas assez évident parce que malheureusement, même devant les commissions, les premiers chefs d'entreprise disent on n'a pas un centime ni de quart de seconde. On a des boîtes d'armement en matière d'aviation militaire, on est très bon. Et quand vous regardez par exemple Éric Trappier, qui est le boss de Dassault, est le premier quand même à monter au créneau. Il faut faire mieux, on est d'accord, mais on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Non, mais quand vous regardez le budget... Mais mon cher Laurent Geoffrin, quand on dit, une fois plus, c'est peut-être aussi que le mot de guerre a été dévoyé de manière un peu trop importante dans ce quinquennat. Mais quand je revois encore le Macron parler au début de la guerre, enfin d'économie de guerre, quand je vois 3 ans après quand même la plupart, que ce soit la DGA, que ce soit les industriels qui disent on n'a pas les lignes de crédit, on n'a pas beaucoup de carnet de commandes, ça peut être problématique parce qu'on nous demande de préparer les esprits face à une machine qui ne suit pas. C'est peut-être ça. Ça dépend de l'opinion aussi, parce que pour mettre plus de crédit sur l'armée, il faut mettre moins ailleurs. Oui, mais c'est très populaire. Oui, mais ça, tout le monde, c'est populaire pour augmenter l'armée. La discussion budgétaire. Ça bien marché. Dès qu'on dit on va faire une économie, tout le monde hurle dans tous les sens. Oui, mais c'est ça le sujet quand vous regardez le budget de la France. Oui, mais c'est un problème de la classe politique en général, pas seulement du président. Non, mais qu'il n'ait pas les moyens maintenant, parce que on a une majorité, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Mais depuis 2022, il a une majorité. Il avait une majorité, certes relative, mais à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez le budget de la France, on met 45% de notre budget sur le social et uniquement 5% du budget sur le régalien. Mais 5%, militaire. C'est mieux que la moyenne européenne. Non, mais militaire. Intérieur plus justice, c'est beaucoup moins que les autres pays européens. Même l'Allemagne va mettre beaucoup plus de budget. Comment vous voulez protéger la France avec uniquement 5% du budget qui est sur le régalien et 45% sur le social. Quand vous regardez même globalement, notre industrie n'est pas en état pour pouvoir produire assez d'armes. Et même quand vous regardez l'industrie européenne, elle n'est pas en capacité de produire assez d'obus. Et vous regardez tous ces éléments-là, et ben vous regardez, c'est un discours certes qui est volontariste, mais auquel il ne se donne pas les moyens. Et c'est ce qu'on lui reproche. Laurent Geoffrin, un mot de la fin. Je pense qu'effectivement, il faut prévenir l'opinion, prévenir les Françaises et les Français qu'il y aura des efforts à faire en matière militaire, des efforts financiers et puis des efforts moraux. Humains, se préparer. Et se préparer à ça. Ça ne veut pas dire que demain, on va mettre sous les drapeaux et envoyer au front je ne sais quelle... troupe de jeunes gens qui n'ont jamais fait ça. C'est pas ça du tout. Il s'agit de renforcer l'armée de métier qu'on a, qui est une bonne armée en moyenne, mais qui n'a pas assez de munitions, de matériel. Donc c'est des efforts financiers et prévenir le pays qu'il y a des menaces, qu'elles sont réelles, que c'est pas une blague.
C'est Voilà. des vraies menaces. Et que ce n'est pas une blague. Et merci beaucoup, mon colonel Laurent Geoffrin, comme on l'appelait à l'école. Merci d'avoir été avec nous, directeur de la publication du lejournal.info. C'est un journal en ligne, ex-directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Et puisqu'on est à l'approche des fêtes, votre dernier livre aussi, mon cher Laurent Geoffrin, Le crime de Le Floch, les révoltés de la forêt de Brocéliande. C'est un charmant roman historique et vous viendrez en parler à ce micro avant les fêtes. Et merci à vous, William T, d'avoir été avec nous ce matin, président du think tank Le Millénaire, avec des idées plutôt à droite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, grande respiration avec les Chevaliers du Fiel.